Salam alaikum, Zulfilaoun, bonsoir. Il faut saluer la joie des Syriens à l'intérieur du pays comme chez les millions de ceux qui avaient dû le quitter. Les images de Syrie sont celles qui accompagnent la chute d'un tyran, statues déboulonnées, prison qui se vide, palais ouvert à tous. Quand on connaît la nature du régime déchu, cette joie est légitime quelle que soit la suite. C'est aussi un séisme géopolitique. Il ne faut pas le minimiser. Le régime de Bachar al-Assad n'avait dû son salut qu'à l'intervention de la Russie et de l'Iran. Les répercussions de cette chute du régime syrien dans le monde arabe en général et en Algérie en particulier sont inéluctables. L'expérience syrienne rappelle que l'autosuffisance politique n'est qu'un leurre face à l'aspiration irrépressible des peuples à la liberté et à la justice. Nous débattrons avec nos invités de toutes ces questions, juste après cette petite intro. Syrie, la fin inéluctable du régime de Bachar al-Assad. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission Gamal Abina, expert en relations internationales. Il est avec nous depuis Paris via Skype. Gamal Abina, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci pour votre invitation. Merci Gamal Abina. On a aussi le plaisir d'accueillir Azdin Toumi, qui est militant politique. Il est avec nous depuis Alger par téléphone. Azdin Toumi, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir Nassar, merci. Bonsoir à tes invités. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci pour votre invitation. Merci Azdin Toumi. Merci d'avoir accepté l'invitation. On aura aussi le plaisir d'accueillir Kamal Moktefi, universitaire et militant politique. Il sera avec nous depuis le Québec, donc au Canada. On va commencer cette émission, bien sûr. Vous connaissez très bien ce qui se passe donc en Syrie, la chute du régime Bachar al-Assad. On va regarder cette petite vidéo, donc la sortie des prisonniers, qui a coïncidé, si on peut dire, avec cette chute de Bachar al-Assad, la famille Assad qui a régné plus de 50 ans sur la Syrie. On regarde ces images. يلا في حدا هذا جوا اقولوا يا شباب الله اكبر طولوا بالكم ما عم تفتح معنا الابواب من هذا طولوا بالكم في حدا من التنك في حدا من التنك الضوء يجي يفوتوا على المهاجع مباشرة، يفتحوا المهاجع اللي بيطلع اسمه، مرات انت جنبك ما تسمع اسمه، يسحبوه بيطلع اسمه بينساق على الاعدام. كان ياخذوه اول شيء قديما، اول ما رحنا كان اثنين يسحبوه قبل الافطار، اثنين وثلاث واربعه، خلال 3 ايام ما في اكل ولا شرب، ضرب قتل. بعدين يسحبوه على حبل المشرقه، تيجي المنصات بالسجن نفسه يسحبوه يعلقوه، تنعدم العالم. Voilà, donc les images des prisonniers qui ont été libérés par les rebelles. Gamal Abina, je vais commencer cette émission avec vous. Comment peut-on lire donc cette chute du régime Bachar al-Assad? Quelle est votre lecture, bien sûr, par rapport à cette chute, un règne qui a dépassé presque un demi-siècle, un règne de tyrannie, de dictature.
Quelle est votre réaction par rapport à cette situation? Simplement, il y a plusieurs éléments. D'abord, le régime est tombé au bout de 11 jours, ce qui était très étonnant, puisque ça faisait 13 ans qu'il y avait une guerre civile en Syrie. Il y a plusieurs éléments qui interviennent dedans. Il y a évidemment les Turcs, qui ont apporté un appui important à ce mouvement rebelle, et qui veulent en finir avec les YPG, donc les fameux Kurdes de Syrie qui voulaient une certaine forme d'indépendance, et qui auraient pu contaminer les Kurdes du PKK en Turquie. Donc les Turcs ont intérêt à voir le régime tomber. Ensuite, il y a aussi tout un tas de mouvements plus ou moins islamistes, plus ou moins téléguidés par l'Arabie ou par le Qatar, donc les frères musulmans en passant par les wahhabistes, qui s'exprimaient. Il y a aussi les anciens affidés d'Al-Qaïda ou de Daesh par la suite. Donc il y a plusieurs organisations comme ça qui étaient contre Assad. Assad, c'est quoi? C'est le panarabisme, c'est le mouvement de Michel Aflaq, c'est le parti Ba'ath, c'est surtout le fils, de façon un petit peu dans une succession dynastique, le fils du père Assad, donc qui a fait Al-Assad, qui a quand même massacré en 82 sa population avec 20 000 morts à Hama. Donc c'est un peu ça le clan Assad. C'est un clan qui s'est constitué et qui n'aurait pas dû d'ailleurs arriver sur Bachar el-Assad. C'est son frère qui devait être aux commandes, Rifat el-Assad, mais il est mort dans un accident de voiture. Et donc il s'est retrouvé au pouvoir en 2011, à la succession de son père. Donc la problématique, c'est quoi? C'est qu'il y a plusieurs organisations qui étaient opposées à eux, qui a effectivement un pouvoir dictatorial qui est une dérive de plus en plus violente, qui a une guerre civile qui a tué quand même 500 000 personnes. Et en même temps, la Syrie, c'est pas seulement l'intérieur du pays, même s'il y a des mécontentements qui se comprennent et s'expliquent. C'est aussi les relations internationales. C'est la question, par exemple, du Golan qui est occupé par les sionistes. C'est la question de l'axe de la résistance, parce que les Iraniens passaient les armes par la Syrie pour aller au Liban et soutenir le Hezbollah. C'est la question, effectivement, d'un clan qui est plus ou moins proche des mouvements chiites. Et c'est la question, effectivement, de l'axe du front du refus sur le plan international, où il n'y avait pas de relation avec l'entité sioniste, puisqu'évidemment, les Syriens ne reconnaissent pas Israël, et pour cause, puisqu'ils ont fait la guerre à de nombreuses reprises. Donc la Syrie, c'est plusieurs aspects différents. C'est un aspect plutôt sombre à l'intérieur du territoire, avec une dictature extrêmement violente, et c'est un aspect plutôt intéressant sur le plan international, puisqu'effectivement, la Syrie s'inscrivait clairement d'un mouvement de libération des peuples, et particulièrement le peuple palestinien. Très bien. Azdin Toumi, votre réaction, vous avez entendu, donc, vous avez écouté donc l'analyse de Gamal Abina. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une fin inéluctable. Beaucoup d'observateurs, bien sûr, ont parlé que les régimes comme le régime syrien, qui sont au contraire, si on peut dire, des aspirations des peuples, la liberté, les droits de l'homme, n'est qu'une question de temps pour qu'ils tombent. Qu'est-ce que vous en pensez, Azintou? Effectivement, c'était une dictature qui était vouée à tomber parce que pendant des années, que ce soit le père Hafez Assad ou la successeur qui était son fils Bachar al-Assad, ont pris le pouvoir d'une manière sans passer par la légitimité populaire et ils ont fait de la Syrie une dictature où il y a pas de liberté, où le développement est mis à l'écart, etc. Après, depuis 2011, c'est vrai que pendant 13 ans, il y avait toute une guerre civile dramatique et ça n'est pas arrivé à bout du régime de Bachar al-Assad. Aujourd'hui, ça s'est passé en quelques jours. Moi, je pense que le contexte il est différent. Donc avec ce qui se passe avec la guerre de la Russie en Ukraine et ce qui s'est passé après le 7 octobre dans le Moyen-Orient, et tous les coups qu'avait reçus l'Iran de la part d'Israël, notamment la mort du président, et beaucoup d'attentats, etc. Donc tout ça a fait que l'évolution des événements ont fait que Bachar al-Assad ne pouvait pas se maintenir, d'abord par son affaiblissement à l'intérieur et puis par l'affaiblissement de ses alliés qui sont engagés dans d'autres luttes. Et il faut dès aujourd'hui parler de l'avenir de l'Iran d'abord dans la région, parce que peut-être que l'étau va se resserrer encore plus sur ce pays-là, et la Russie est en train de limiter les dégâts d'abord dans cette région et puis en Ukraine.
Donc aujourd'hui, on voit que les événements s'accélèrent, notamment dans cette région-là, après le retour de Donald Trump au pouvoir, parce que voilà, lui, il essaye d'aller droit au but. Donc il n'a pas une diplomatie qui est basée sur la langue de bois ou l'hypocrisie. Il va droit au but pour préserver les intérêts des Américains et des Israéliens dans la région. Donc certainement les choses vont encore s'accélérer encore plus. Mais au-delà de tout ça, une chance en or s'offre au peuple syrien. S'il exploite correctement cette chance, il pourra s'en sortir. Moi, je pense que l'intervention des puissances étrangères est toxique, néfaste et voire très dangereuse. Très bien. Si le peuple syrien essaye de préserver la Syrie et de ne pas en faire un champ de bataille des puissances, des grandes puissances qui sont en train de faire la guerre. Donc, je pense qu'ils vont s'en sortir. Donc, si au peuple syrien, lui seul, d'en faire de la Syrie un État démocratique, un État de liberté et de tolérance et un pays moderne. Très bien. Merci Asdine. Restez avec nous. On a été rejoint par Kamal Mouktifi, universitaire et militant politique. Il est avec nous depuis le Canada, le Québec. Kamal Mouktifi, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, c'est Kamal. Bonsoir l'équipe Maghrébien. Bonsoir à vos invités. Merci pour l'invitation. Et bonsoir aussi à celles et à ceux qui nous écoutent maintenant. Kamal Mouktifi, quand on voit ces images de joie du peuple syrien, bien sûr, on ne peut que partager leur joie pour la reconstruction de leur pays, pour les libertés, pour les droits de l'homme, pour un état de droit. Est-ce qu'il faut aussi s'inquiéter Asdine Toumi parle aussi des puissances, de l'émissement des puissances dans le champ politique en Syrie, mais aussi il y a cette image de ce qui est devenu la Libye, malheureusement, après la chute de Kadhafi. Quelle est votre lecture par rapport à ce qui se passe en Syrie? Oui, dans un premier temps, c'est une joie de voir la dictature tomber. Nous avons vu des images qui montrent que le peuple syrien se réjouit de ce changement, donc de la chute d'une dictature qui dure depuis 54 ans, la chute d'un pouvoir construit loin de la légitimité populaire, donc sans légitimité populaire. C'est un pouvoir qui s'est construit sur la violence. Nous avons vu à travers, depuis leur arrivée au pouvoir, le nombre d'opposants emprisonnés, carrément torturés, la cruauté subie par le peuple syrien par ses opposants. Nous ne pouvons que nous réjouir de cette libération. Maintenant, le risque notre tyrannie remplace cette dictature familiale risque d'arriver si le peuple ne se prémunit pas contre les djihadistes nihilistes qui veulent prendre le pouvoir, en l'occurrence ces islamistes qui veulent imposer un mode de vie dans notre âge, donc retour au XIVe siècle avant notre ère. Donc ce sont des questions qu'on se pose et aussi on ne doit pas ignorer que cette chute n'est pas arrivée simplement parce que le peuple l'a voulu, pas parce que le peuple a décidé de le faire et c'est arrivé comme ça. Non, c'est une préparation, comme nous l'avons vu, les États-Unis d'Amérique se sont impliqués en 2011 pour justement provoquer la chute du régime Assad, qui est l'allié de l'Iran, l'allié des Russes. Donc nous avons vu ce qui s'est passé. Donc le régime a résisté avec l'aide de l'Iran et des Russes. Aujourd'hui, l'Iran elle est dans un état de faiblesse dans la région et aussi les problèmes que subissent les Russes à l'intérieur, donc avec la guerre en Ukraine, les éloignent
les éloigne de cette région. Donc c'est une force en moins aux côtés de Bachar al-Assad. Et c'est ce qui a fait que les deux alliés principaux ont des problèmes et ne peuvent plus assurer la sécurité de la famille d'Assad et de son régime. Donc, il y avait toutes les conditions réunies pour que la Turquie, les États-Unis et Israël profitent de l'occasion pour accélérer la chute. C'est ce que nous avons vu. Maintenant, quelle sera la suite? Il faut attendre, se donner le temps pour voir quelle sera l'évolution, quel est le rôle qui a été donné dans les négociations avant la chute à, comment s'appelle, le HTS, ce mouvement djihadiste islamiste, quelle est la part qui va revenir aux Kurdes, quel est le poids du peuple qui a pris les armes, qui a participé à cette chute sans qu'il soit associé à un clan ou à un autre. On verra Très bien. Le pouvoir va pencher de quel côté et comment la construction va se faire en Syrie. Est-ce que la démocratie, enfin, va s'exprimer et le peuple aura la liberté de choisir qui va le gouverner à l'avenir? Très très bien. Reste avec nous, Kamal Moktefi. Gamal Abina, c'est une chute d'un régime qui va avoir des répercussions dans le monde arabe en général, mais aussi en particulier en Algérie, puisque le pouvoir algérien a toujours soutenu, si on peut dire, donc Bachar al-Assad. On va regarder cette vidéo. Bien sûr, c'est le communiqué du ministère des Affaires étrangères, donc algérien, par rapport à la situation, à la chute de Bachar al-Assad. نعود أيضا ونذكر مشاهدينا ببيان الخارجية الجزائرية أين دعت الجزائر الأحد كافة الأطراف السورية إلى الوحدة والسلم والعمل من أجل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره ووحدة وسلامة أراضيه. الخارجية الجزائرية وفي بيان لها حول تطورات الأوضاع في سوريا أكدت وقوف الجزائر إلى جانب الشعب السوري الذي تربطه بالشعب الجزائري صفحات نيرة من التاريخ المشترك القائم على التضامن والتآزر. المصدر ذاته أكد أن الجزائر تتابع باهتمام بالغ تطورات الأوضاع الأخيرة والتغيرات المتسارعة التي تشهدها الجمهورية العربية السورية، كما تدعو إلى الحوار بين أبناء الشعب السوري بكافة أطيافه ومكوناته وتغليب المصالح العليا لسوريا الشقيقة والحفاظ على أملاك ومقدرات البلاد والتوجه إلى المستقبل لبناء وطن يسع الجميع في ظل مؤسسات نابعة من إرادة الشعب السوري بعيدا عن التدخلات الأجنبية. Voilà, donc le communiqué du ministère des Affaires étrangères. Donc le communiqué appelle toutes les parties syriennes à œuvrer pour l'unité nationale, la paix et la préservation de la sécurité et de l'intégrité territoriale de la Syrie. L'Algérie, connue pour son engagement en faveur de la paix, insiste sur la nécessité de surmonter les divisions internes et d'éviter tout ce qui pourrait fragiliser davantage la stabilité du pays. L'Algérie a également insisté sur la nécessité de protéger les ressources et les infrastructures du pays en mettant en avant l'importance des intérêts supérieurs de la Syrie. L'objectif, selon le communiqué, est de bâtir un avenir commun pour tous les Syriens à travers des institutions légitimes issues de leur volonté souveraine. Gamal Abina, on connaît la position du pouvoir algérien vis-à-vis du pouvoir Bachar al-Assad, qui est tombé. Est-ce qu'il y aura des répercussions géopolitiques, des répercussions sur le monde arabe en général et sur l'Algérie en particulier? Parce que l'Algérie a déjà connu ce cas de figure avec la Libye. On s'en souvient en 2011, quand l'Occident va assassiner Kadhafi, l'Algérie va sauver la fille et la femme de Kadhafi, va la recevoir sur son territoire, il n'y a pas de répercussions. Par contre, malheureusement en Libye, ça fait 13 ans qu'il y a une guerre civile alimentée de l'extérieur et l'Algérie s'inscrit toujours dans la logique de dire on ne doit pas alimenter une guerre civile, vous devez dégager les factions qui ne sont pas du territoire libyen, en l'occurrence des mercenaires, et faire en sorte que la Libye sera biboche. Et c'est pareil pour la Syrie, on est encore plus loin évidemment, il n'y a pas de frontières communes, mais la seule répercussion en réalité c'est pas pour l'Algérie, c'est pour le monde arabe qui veut la libération de la Palestine évidemment, le monde arabe qui s'inscrit dans une indépendance vis-à-vis de l'Occident, et là en l'occurrence quand Assad tombe, c'est pas seulement le dictateur Assad qui est réellement dictateur, il n'y a pas de problème, c'est aussi et surtout l'homme fort de la Russie.
C'est ça, Assad. Assad est sauvé par les Russes en 2014 et Assad est maintenu jusqu'en 2022 par les Russes de façon très puissante. Mais on aura du mal à croire que cette chute n'a pas été organisée. C'est-à-dire qu'il a 13 ans de guerre civile, il ne se passe rien, si ce n'est une reprise par Assad et le soutien du Hezbollah, de l'Iran et de la Russie pour écraser jusqu'à la poche d'Idlib les fameux révolutionnaires. Puis là, en jour, tout le monde tombe parce qu'il n'y a pas de lutte, l'armée garde pied, l'arme au pied, et Assad part en catimini en pleine nuit. Donc les répercussions directes, j'entends beaucoup de stupidités qui sont dites sur l'Algérie, qui serait le prochain sur une liste établie. Oui, l'Algérie pose problème parce que ses positions internationales sont des positions indépendantes et anticolonialistes, et elle n'a pas à rougir. La Syrie, c'est une position beaucoup plus en demi-teinte, j'ai envie de dire. Ils ont été une passerelle pour les armes effectivement iraniennes, mais n'ont jamais attaqué Israël pour récupérer le territoire du Golan, n'ont jamais tiré une balle contre Israël. C'était quasiment un allié d'Israël objectif. Non pas un allié actif dans la mesure où il ne faisait pas la guerre à ceux qui font la guerre à Israël, mais tout de même, il ne bougeait pas, il restait l'arme au pied. Et donc aujourd'hui, on a une Syrie qui va être instabilisée durablement. Je ne crois pas qu'il y ait des élections. Je ne crois pas que les Syriens trouveront les portes des urnes parce que déjà, les tics sont arrivés, ont déjà commencé à casser les sapins, ont commencé à attaquer tout ce qui est un petit peu confessionnel différent de leur propre vision des choses. Il y aura des règlements de compte, on le sait. Donc j'imagine pas une seconde que ces gens-là vont apporter le calme à la Syrie. Et je pense qu'il y aura effectivement, avec en plus les Kurdes qui sont à la manœuvre, il y aura certainement des règlements de compte et des conflits internes. Donc l'Algérie n'est pas inquiète parce que d'abord, la position qu'elle a eue est une position de principe, à savoir, ils sont pour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Évidemment, ils soutenaient Assad parce qu'Assad c'est le front du refus, mais en même temps, ils soutenaient Assad parce qu'Assad c'était une forme de garantie de stabilité de l'État syrien sur toutes les communautés. Là, on est sur un mouvement qui est plus ou moins révolutionnaire, mais qui est inscrit dans une question d'une lecture de l'islam rigoriste et qui va certainement avoir beaucoup de mal à tolérer que des communautés autres que la leur ne s'expriment. Donc, on espère que ce ne sera pas le cas. On espère qu'il n'y aura pas d'exaction, mais je ne me fais pas beaucoup d'illusions là-dessus. Donc, l'Algérie n'est pas inquiète pour ça, tout comme elle n'est pas inquiète pour la guerre du Liban, tout comme elle n'est pas inquiète pour la guerre d'Irak. Pourtant, Saddam Hussein était en bon terme avec l'Algérie, tout comme elle n'est pas inquiète pour ce qui se passe en Libye, et pourtant, c'est aux frontières de l'Algérie. Donc, la question qui se pose, c'est est-ce que l'Algérie pourra avoir des relations apaisées avec la Syrie future? Difficile à dire, mais si c'est le cas, tant mieux. Si c'est pas le cas, il n'y a que ça qui posera problème. La rupture se fera juste entre la Syrie et l'Algérie. Et pourtant, très rapidement, Gamal Abina, la position de l'Algérie n'est pas très claire parce qu'elle a toujours soutenu donc Bachar el-Assad. Bachar el-Assad qui était contre la volonté de son peuple pour une ouverture politique, pour un régime démocratique. Et vous avez mentionné donc le constat de 13 ans de guerre civile, mais dans le communiqué aussi, il y a une cacophonie. Le communiqué encourage un dialogue inclusif entre toutes les composantes du peuple syrien. La question qui se pose aussi les Algériens, pourquoi le pouvoir algérien appelle un dialogue inclusif donc en Syrie, quand on connaît ses positions qui est donc pour Bachar el-Assad, en contrepartie, il n'y a pas de dialogue inclusif en Algérie. Et les observateurs soulèvent cette question. C'est pour ça qu'ils disent que le régime algérien doit s'inquiéter de cette chute du régime Bachar el-Assad. Les observateurs disent beaucoup de bêtises. On prend un exemple très concret. On parle des révolutions de 2011, il y en a pas en Algérie. Pourquoi? Parce que la révolution s'est faite le 5 octobre 88. C'est là où l'amorce de démocratie a démarré. Après, il y a une répression violente, effectivement, de certains corps de l'armée, pas l'armée algérienne, mais certains corps de l'armée, des décideurs, ceux qui ont fait le coup d'État, les janvieristes, comme on les appelle, ou la promotion Lacoste. Oui, ça, c'est une réalité. Puis ensuite, par la suite, il y a à nouveau des militaires algériens un peu plus nationalistes qui prennent le pouvoir. Mais ce qui est certain, qui prennent le pouvoir, qui propose la concorde. Mais ce qui est certain, c'est que la révolution qu'on pouvait attendre en Algérie, c'est celle du Hirak. Et encore une fois, elle se passe dans des conditions les meilleures. Ça ne veut pas dire que tout est abouti, mais on n'est pas dans des mouvements violents, et tant mieux. Donc quand on veut comparer la Syrie, qui est un pays complètement verrouillé, pour lequel l'Algérie apporte un soutien, non pas au régime de Assad, parce qu'elle n'a pas de sympathie particulière, mais à la stabilité du pays, c'est ce qu'elle dit à nouveau aujourd'hui, elle le fait pour des raisons géopolitiques, elle ne le fait pas parce qu'elle a de sympathie pour Assad. Et j'ai envie de dire simplement sur la question d'Assad, moi j'ai pas de sympathie pour le personnage, parce que quand on arrive à 500 000 Syriens tués, ça fait quasiment, on est pas loin de, en pourcentage, je crois 2% de la population, 3%, c'est une horreur. On peut pas accepter cela. Mais une chose est certaine, le mythe démocratique qui consiste à dire qu'on donne le pouvoir au peuple en passant par les coups de force, on a vu ce que ça a donné en Libye, on a vu ce que ça a donné en Tunisie, on a vu ce que ça a donné évidemment dans d'autres pays comme l'Irak qui ont été atomisés. Ça, c'est un mythe fabriqué par l'Occident. Je pense que l'état de droit doit s'appliquer effectivement, mais c'est progressif avec une stabilité économique. Aujourd'hui, malheureusement, la Syrie est ruinée, comme l'Irak, et ces pays auront du mal à recouvrer
un État de droit. Mais l'Algérie, je parle du principe stricto sensu, dit quoi? Elle dit nous voulons la garantie de la stabilité. C'est ce qu'elle dit et c'est une constante. Après, quand les gens veulent comparer l'Algérie dans son système à la Syrie, c'est complètement stupide. Je veux dire, les dirigeants algériens, ils ont quand même connu, même bon an, mal an, plus ou moins des présidents, 6 fois le changement de pouvoir. On n'est pas dans un pouvoir continu de 2 dictateurs qui tiennent le pouvoir pendant 55 ans. Donc c'est autre chose. Tout comme d'ailleurs, on n'interroge pas les systèmes, les sultanats, les royaumes, les émirats, qui sont des dictatures atroces. Personne ne les interroge. Celles-là, pourtant, elles sont très proches de la Syrie. Et celles-là devraient être inquiètes et elles ne sont pas inquiètes. Elles ne sont pas inquiètes parce que le soutien à l'Occident est total les concernant. Très bien. Azedine Toumi, sur cette question, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, contrairement à M. Abina, je m'inquiète pour l'Algérie. Et pas directement par rapport aux relations avec ce qui s'est passé en Syrie. C'est vrai que les pays sont différents, les peuples sont différents, l'emplacement géographique il est différent, etc. Ça, c'est vrai. Mais en revenant à ce contexte actuel que je disais tout à l'heure, les événements sont en train de s'accélérer. Moi, je pense qu'il y a un plan quelque part qui est dessiné par les grandes puissances pour faire bouger les choses. Moi, je pense que les territoires vont être touchés et on a assisté pas loin depuis 2014 à ici. La Russie s'est élargie en annexion des territoires. Il y a certains pays dans le monde qui veulent élargir le territoire marocain. On voit que la géographie est en train de bouger. Moi, je pense que au-delà de ce qui s'est passé en Syrie et au Moyen-Orient, je pense que tous les pays qui sont fragiles, tous les pays qui sont faibles à l'intérieur peuvent subir aujourd'hui des attaques, pas forcément militaires, mais on voit que les guerres modernes sont technologiques, elles sont financières, etc. Donc pas mal. Donc un pays comme le nôtre, qui est un pays qui a du mal à garantir une stabilité politique à l'intérieur, un front social solide, etc., peut subir ce genre d'attaque. Et là... Mais Azedine Toumi, désolé, Azedine Toumi, mais c'est ce qu'il dit aussi, le régime algérien. Il dit que l'Algérie est visée dans sa sécurité, dans son intégrité territoriale, et c'est ce qu'il n'arrête pas de répéter. Il dit même il faut qu'il y ait un front interne solide pour faire face donc à ces menaces. Mais sa démarche, elle est fausse, elle est dans l'erreur. Pour moi, rien ne justifie une dictature. Pour le régime en Algérie, et ils disent, voilà, grosso modo, il y a des complots, il y a des ennemis qui sont en train de s'attaquer à l'Algérie. Il faut qu'on se taise toutes les questions qui sont relatives aux libertés, etc. Il ne faut pas en parler maintenant. On va se concentrer sur moi. Je pense que rien ne justifie une dictature et une répression. Et le meilleur moyen, la meilleure immunité contre ces complots et contre ces attaques, c'est bien la démocratie et la légitimité populaire. On a vu qui est sorti dans la rue pour défendre Bachar al-Assad. Moi, je n'ai vu personne. Où sont ces millions de personnes, 75% de taux il a gagné les élections à 95% des voix. Où sont ces 95% de la population? Moi, je n'ai vu personne sortir le défendre. Par contre, on a vu ce qui s'est passé en Corée du Sud, comment les députés, avec le soutien de la population, sont sortis pour défendre la démocratie. On a vu ça s'est passé avec Erdogan quand il y a eu la tentative du coup d'État, etc. On a vu des civils comme ça se mettre debout devant des chars sur le pont d'Istanbul. Donc nous, on est loin de ce schéma-là. Et donc moi, je pense que il est plus que urgent et plus que nécessaire d'aller vers d'abord d'opérer un changement à l'intérieur, d'engager l'Algérie sur un processus démocratique, parce qu'il n'y a que la démocratie et la légitimité populaire qui pourra nous protéger contre ces complots. Bien sûr, moi je l'ai dit à plusieurs reprises, bien
sûr qu'il y a les dangers, ils sont réels, ils sont avérés, les complots, ils sont avérés. Mais c'est pas parce que c'est l'Algérie ou c'est X ou Y, c'est parce qu'il y a une lutte dans le monde, il y a une lutte sur les territoires qui est revenue à la charge, à l'actualité, et puis il y a la lutte sur les richesses, les métaux rares, etc. On voit que la technologie, elle progresse dans les microprocesseurs, etc. L'intelligence artificielle, ou l'énergie, c'est vrai qu'elle constitue encore l'énergie qu'elle est toujours d'actualité, le pétrole, le gaz, etc. Mais il y a tous ces métaux rares. Et comme des territoires comme le Sahel, comme certains territoires, il y a beaucoup d'intérêts que les grandes puissances aimeraient se partager. Donc, il est plus que nécessaire de construire et on a vu dans le communiqué du ministère des Affaires étrangères quand il appelle le peuple syrien au dialogue, or que le régime algérien et la négation du dialogue. Donc, le dialogue ne fait pas partie de sa culture, au contraire, elle est en train de réprimer, il n'y a plus de débat, et ça c'est dangereux, c'est ça ce qui est dangereux, c'est l'absence de ces débats, de ces questions qui sont en relation avec l'avenir de notre pays, des questions importantes qui ne sont pas débattues. Il y a un seul, le régime, il nous impose une seule idée, une seule pensée, c'est la pensée unique, on est revenu à la pensée unique. Même l'économie, on a vu cette nostalgie de revenir aux années 60 et 70 pour les dirigeants du pays. Ils veulent faire croire aux gens que c'était les années d'or de l'Algérie, de notre diplomatie, etc. Donc on a vu cette nostalgie de revenir à ces pratiques, même dans le commerce, dans l'économie, dans la diplomatie et dans la politique. Très bien, restez avec nous, Azdine Toumi. Kamel Mouktifi, j'aimerais avoir votre aperçu par rapport à cette question, quand bien sûr on lit le communiqué du ministère des Affaires étrangères qui appelle donc, encourage un dialogue inclusif entre toutes les composantes du peuple syrien. Le communiqué, bien sûr, c'est le ministère des Affaires étrangères algérien. Quelles répercussions par rapport à cette chute du régime Bachar el-Assad sur le monde arabe en général, mais en particulier par rapport à la situation de notre pays? Oui, quelle hypocrisie venant d'un pouvoir, un pouvoir qui refuse de dialoguer avec son peuple, dialoguer avec les structures sociales du peuple, dialoguer avec les partis. Et maintenant, il appelle à faire la même chose en Syrie. C'est-à-dire qu'il a fait la même déclaration en direction du Niger au moment où les Algériens avaient besoin de dialoguer entre eux, dialoguer avec le pouvoir et d'envisager des solutions pour dépasser cette crise politique. Mais c'est un pouvoir autiste, il voit toujours ce qui est bon pour les autres, mais il ne le recommande jamais chez lui, il ne le pratique jamais chez lui. Quand j'entends, c'est-à-dire dans cette situation qui nous impose un débat sur l'avenir du régime algérien, il ne faut pas se tromper de diagnostic, il ne faut pas faire un faux diagnostic pour ne pas se tromper de solution. Parce qu'un bon médecin, c'est celui qui pose un bon diagnostic pour arriver à préconiser un bon traitement. Dans ce cas de l'Algérie, il y a beaucoup de similitudes entre le régime algérien et le régime syrien. L'argument qui dit que nous avons changé plusieurs fois de président, donc nous ne sommes pas les mêmes, c'est un faux argument parce que c'est un changement de façade. La source de pouvoir reste la même. C'est l'armée, c'est le cercle, c'est les grandes familles, c'est les oligarques qui décident en Algérie, donc ce n'est pas le peuple. En Syrie, c'est la même chose. C'est un pouvoir familial, c'est la clientèle Et le point commun aux deux régimes, c'est la dilapidation des richesses nationales, piller les richesses nationales et appauvrir le peuple. Est-ce qu'on voit ça en Algérie? Oui. Est-ce qu'on voit la même chose en Syrie? Oui. Est-ce qu'on a mis le peuple dans la désillusion en Syrie? Oui. Est-ce que le peuple algérien est dans la désillusion? Oui. Est-ce qu'il y a un risque de nihilisme djihadiste en Algérie? Oui. Est-ce qu'il y a un risque de nihilisme djihadiste en Syrie? Oui. Donc, il ne faut pas se voiler la face et dire que l'Algérie, la situation algérienne n'est pas similaire à la situation syrienne. Maintenant, ce que je dis, nous ne souhaitons pas qu'on arrive là, en Algérie. Non. Nous avons beaucoup d'intelligence pour envisager d'autres solutions à l'Algérie. Les systèmes
comme le système algérien et le système syrien, ils vont subir la même chose. Fatalement, ils vont tomber. C'est la finalité. Ils ne peuvent pas résister parce qu'ils gouvernent sans légitimité populaire. Un président qui se déclare élu à 85% en Algérie, c'est un président qui construit son pouvoir sur le mensonge, comme l'a construit Bachar al-Assad sur le mensonge, comme quoi il a été élu à 87%. Donc, c'est carrément deux copies conformes, le régime algérien et la situation algérienne et la situation syrienne, c'est deux copies conformes. Maintenant, avec des détails près, on va regarder, il n'y a pas de problème avec les Kurdes, il n'y a pas de problème, nous ne partageons pas les mêmes frontières et tout ça, je suis d'accord. Mais la fin qui attend le régime algérien, ça sera la même fin que tous les régimes illégitimes. Donc, en Algérie, je pense qu'ils doivent sortir du discours mensonger, d'accepter qu'ils sont en train d'emprisonner des opposants, d'empêcher l'opposition de jouer son rôle dans la société. Ils ont cassé les leviers de la société civile, ils ont brisé la société, ils maintiennent le peuple dans la désillusion. C'est ça qui sera le détonateur pour que ce pouvoir-là doit partir. S'il est intelligent, Tebboune, Chelgreha et tous ceux qui détiennent le pouvoir en Algérie, ils doivent réfléchir en tirant des leçons de ce qui se passe en Syrie. Très bien. Ils doivent tout de suite appeler à une conférence nationale, impliquer toute l'opposition et organiser une transition avec des élections où le peuple donnera son mot dans un cadre où les règles démocratiques seront d'abord fixées. On ne va pas y aller jouer. Très bien. Restez avec nous, Kamal Moukhtifi, parce qu'on doit donner aussi un peu de parole. Il ne reste pas beaucoup de temps. Gamal Abina, vous avez entendu donc l'analyse de Kamal Moukhtifi qui parle d'un parallélisme, si on peut dire, de la situation que traverse la Syrie, mais aussi de la situation politique de notre pays. Vous avez parlé du Hirak, vous avez parlé aussi de ces élections. La question de la légitimité est posée par rapport donc au pouvoir algérien, mais aussi l'aspiration du peuple algérien aux libertés, aux droits de l'homme. Elle est posée aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'il n'y a aucune comparaison possible entre la Syrie et l'Algérie. D'abord, on va commencer par le début. De dictateurs, pouvoir dynastique, une répression violente. On a connu ça en Algérie, effectivement, dans les années 90, mais c'est plus les mêmes pouvoirs qui sont en place. Et j'ai envie de dire, je suis quand même un peu plus optimiste. 88, le 5 octobre, les jeunes sortent dans la rue. Il y a les élections qui sont convoquées un an plus tard. Effectivement, il y a une presse qui se libère, il y a une démocratie effervescente, et après, malheureusement, il y a un resserrement du pouvoir. Après, les années Boutef, qui sont les années un peu de gabegie, mais on n'est pas dans le système syrien. Il y a des strates en Algérie qui sont multiples et diverses. Et malgré tout, on peut pas dire qu'il y a un échec total, même s'il y a une dérive après 2013, où la famille, la Hezbollah, en l'occurrence, on met plein les poches. C'est la première fois qu'on voit dans un pays des députés, des ministres, des hommes d'affaires jetés en prison, 3600 personnes jetées en prison pour des faits de corruption. Ensuite, je rappelle quand même que le Hirak en 2019 était pacifique et c'est le seul pays arabe à avoir jamais connu un mouvement comme ça. Donc il y a plein d'éléments en Algérie qui font qu'il y a une singularité algérienne. Parce que on ne peut pas parler de dérives violentes comme ce qu'on a vu en Syrie. Il y a eu des dérives en Algérie dans les années 90. Après, ça s'est apaisé parce que la société s'est améliorée. Comment ? Excusez-moi, je vous ai coupé la parole. Gamal Abina, quand on prend l'article, les rapports des ONG, par exemple, qui blâment l'Algérie par rapport à la situation des droits de l'homme, surtout l'article 87 bis, qui met tout citoyen algérien sous la question du terrorisme. Il risque d'être emprisonné juste par rapport donc à ses opinions politiques. On a vu des journalistes emprisonnés depuis 2019. L'Algérie n'a jamais connu autant de dérives en termes des libertés, en termes des droits de l'homme. Et c'est pour ça que beaucoup d'observateurs, vous l'avez entendu, notre ami Kamal Moukhtifi, qu'il dit qu'il y a beaucoup de similarités entre le régime Al-Assad et le pouvoir en Algérie.
Vous savez, quand vous êtes opposant politique en Syrie, vous êtes en prison, vous en sortez plus. Hein. En Algérie, on a eu des gens comme Nekaz, par exemple, qui avaient quand même appelé à prendre les armes au peuple. Il était en prison, il a fait quelques mois, mais il est sorti. Vous parlez des journalistes comme le journaliste de Radio M, il est sorti. Voilà, on n'est pas du tout dans le même système. Il y a un système qui peut être répressif, c'est vrai, mais c'est un système qui est beaucoup plus ouvert, ça n'a rien à voir. Ensuite, j'ai envie de dire simplement, moi je comparais pas l'Algérie et la Syrie parce que c'est caricatural, ça n'a aucun sens. On n'a pas la même culture, c'est pas les mêmes peuples. Le peuple algérien a une éducation qui est supérieure au niveau politique. Maintenant, il est très politisé. Je comparais l'Algérie et la France. Parler de l'article 87, j'ai envie de parler de l'article en France qui s'appelle la loi antiterroriste, qui consiste à dire que si quelqu'un fait l'apologie du terrorisme, ce qui n'a aucun sens, faire l'apologie, c'est pas faire du terrorisme, eh bien, il est passible de poursuite. On éteint par des procédures bâillons toute opposition possible quand on soutient la Palestine. Ça, c'est un problème. Ensuite, la France, on voit bien aujourd'hui, est instabilisée parce qu'il n'y a pas de gouvernement, parce qu'il refuse de donner le pouvoir à l'opposition. Là, on est en démocratie, soi-disant. Mais on peut comparer deux pays. Moi, je compare l'Algérie et la France, parce que d'abord, en termes structurels au niveau politique, c'est à peu près pareil. On a un système présidentiel, on a un parlement, on a un Sénat, enfin bref, on a tous ces systèmes-là, et on a surtout des élections directes. Donc ça rappelle vraiment par bien des abords ce qui se passe entre l'Algérie et la France. Il y a beaucoup de points communs, et quelques dérives qui existent aussi dans les deux pays. Mais ça, c'est un principe qui est propre aux dérives démocratiques, parce qu'oublions pas que la démocratie, à part la Suisse, c'est pas la panacée. C'est bien des pouvoirs riches qui se refilent le pouvoir entre eux, c'est bien les oligarques qui vont aux élections, c'est bien les hommes d'affaires riches qui prennent le pouvoir, comme on voit aux États-Unis. Donc, il faut être très vigilant. On peut pas comparer l'Algérie avec un pays moyen-oriental, parce que malheureusement, au Moyen-Orient, la culture de la violence politique est tellement installée depuis pratiquement un siècle qu'il est difficile d'en sortir. En Algérie, il y a une maturation qui s'est faite lentement mais sûrement, mais aujourd'hui, le peuple algérien qui a démontré en 2019 qu'il était mûr, a pu faire tomber, pas tout un système, mais au moins l'arrivée, l'avènement d'un Bouteflika qui était en bout de course, parce qu'il y avait une humiliation, le Hogra. On avait humilié le peuple avec cet homme qu'on avait reconduit une fois de trop aux commandes, et bien ça a marché. Donc après, qu'on améliore, qu'on réforme, qu'on ouvre, oui, mais de là à dire que l'Algérie serait la Syrie, je suis désolé, un opposant politique en Syrie, il sort les pieds devant de prison. Très bien. Azdin Toumi, votre réaction. Donc, Gamal Abina dit que l'Algérie n'est pas la Syrie. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est pas la Syrie. Mais moi, je l'ai dit tout à l'heure. Mais arriver au point de dire que on doit s'estimer heureux en Algérie parce que en Syrie, quand on est en prison, c'est pratiquement pour la vie. J'ai pas entendu ce qu'elle a dit exactement. Et donc, en Algérie, on doit s'estimer heureux parce on nous emprisonne pour quelques années, pour quelques mois, on sort, et puis il y a un peu de répression, il y a un peu... Moi je pense que il n'est plus acceptable après le Hirak, après les plus de 20 millions de personnes qui sont sorties pour demander un changement, il n'est plus acceptable aujourd'hui qu'il y ait des emprisonnements à cause des opinions en Algérie, alors là, des journalistes ou des militants, des chefs de parti, etc. Moi, je pense qu'il n'y a pas une bonne dictature ou une petite dictature. La dictature, c'est la dictature. Et ce qui est plus important, c'est aujourd'hui, est-ce que l'Algérie, elle est sur les voies la voie d'un processus pour la démocratie, pour un état de droit, pour la liberté de la justice? Moi, je ne le pense pas. Il n'y a pas de signe. Et on a vu ce qui s'est passé avec les élections la dernière fois. On voit le code pénal avec son fameux article 87 bis. On a vu la liste des détenus d'opinion aujourd'hui. On a vu la fermeture, le verrouillage de champs médiatiques. Toutes les chaînes de télévision, tous les journaux, etc. Ils parlent que sur le même sujet, dans la même direction. Il n'y a pas de débat contradictoire, etc. Mais jamais on a été face à ça, à une fermeture et un verrouillage pareil. Et moi, je ne pense pas qu'avec ce verrouillage, avec cette répression, on pourra faire face à ces dangers dont tout le monde parle. Moi, quand j'ai dit que si les pays faibles vont être confrontés à des situations difficiles, moi je le pense, j'ai une conviction, c'est pas uniquement parce que c'est tout est lié, donc la fragilité d'un pays, la puissance d'un pays d'abord parce que il faut s'arrêter sur ce terme, c'est comment on définit la puissance d'un pays, est-ce que c'est les équipements militaires, est-ce que c'est l'armée? Oui, il faut avoir une armée puissante.
avec des équipements puissants, à la pointe de la technologie, etc. Mais il faut avoir un front social fort, une société civile active et unie. Il faut avoir des institutions civiles fortes, légitimes et crédibles. Donc c'est un tout. Il faut avoir tout ça pour faire face. Et tous ces pays fragiles, tous ces pays fragilisés ou ces pays faibles, ça va être difficile pour eux de se maintenir d'abord sur l'échiquier politique géostratégique dans leur région respective et aussi ça va être difficile de garder de garantir leur intégrité territoriale. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a vu que la géographie, ce qui était la géographie, elle est en train de bouger. Il y a pas quelques minutes, j'ai vu Netanyahou dire que nous sommes en train de changer le Moyen-Orient, et c'est le changement du Moyen-Orient. Il n'est pas uniquement, on a vu la volonté de certains, que ce soit des Américains ou des Israéliens, d'agir leur territoire. Donc aujourd'hui, cette question de changer la géographie n'est plus un tabou. Et la Russie s'élargit, il y a d'autres pays qui se rétrécissent, etc., d'autres qui sont divisés. Donc nous, on doit se renforcer. Pour se renforcer, on a besoin de tout le monde. On a besoin, nous les Algériens. Moi, je crois une chose. Les peuples doivent se libérer d'eux-mêmes. Il n'y a pas une puissance étrangère ou un ami ou un allié stratégique qui va venir vous aider. S'il vient, c'est qu'il a des intérêts derrière pour son peuple, pas pour vous. Donc c'est pour ça que j'ai dit que le peuple syrien, il doit faire tout pour ne pas faire de la Syrie un terrain de bataille où les grandes puissances vont venir pour se batailler là-bas. Très bien. Kamel Mouktefi, très rapidement, je vous laisse le mot de la fin. On a vu bien sûr la Russie n'a pas soutenu Bachar el-Assad jusqu'à la fin. Et on parle bien sûr d'inquiétude par rapport donc, à ce qui s'est passé en Syrie, mais surtout par rapport donc, à la situation dans notre pays. Comment vous voyez les choses évoluer en Algérie après la chute donc, de Bachar el-Assad? Sera intelligent pour s'unir, pour s'organiser de telle sorte à imposer un avenir démocratique à leur pays. Il faut vraiment qu'ils insistent sur ça parce que c'est le peuple qui a souffert et c'est le peuple qui doit participer à l'organisation et donner un avenir meilleur à son pays. Mais je reviens à la question algérienne. L'Algérie n'est pas la Syrie. On n'a pas parlé de similitudes en tout point de vue. On a parlé de similitudes dans le fonctionnement du régime, des deux régimes. Si on se limite juste à l'étape de Tebboune en Algérie, je pense que comparer les niveaux de torture, d'emprisonnement entre l'Algérie et la Syrie, c'est pas un bon élément pour analyser les deux pays. Parce que si on prend Walid El-Qish, on lui pose la question, il va vous dire beaucoup de choses. Il va vous dire, celui qui doute de ce que j'ai subi en prison, il vient de passer 24 heures et à ma place, il subit 5% de ce que j'ai subi. Celui qui pose la question à Karim Tabou pour lui dire ce que tu subis maintenant en allant, il va vous dire, je préfère y aller vivre en France. La loi qui condamne en France contre le terrorisme ne s'appliquera pas peut-être pour lui. Mais l'intensité de ce que a subi le peuple syrien en termes de violence, en termes de torture depuis 2011 à ce jour, nous l'avons vécu en Algérie durant la décennie noire, et c'est les mêmes qui ont pratiqué la torture, qui ont pratiqué les sévices durant la décennie noire et qui continuent à la pratiquer durant le règne de Tebboune, c'est les mêmes qui sont au pouvoir. Donc, ce qui s'est passé en 2011 jusqu'à maintenant sous Assad se passe en Algérie à des degrés différents. Bien sûr, celui qui passe 24 heures en prison, il est plus torturé que celui peut-être qui subit la noyade simulée. Donc, on peut pas dire l'un est moins torturé que l'autre. On est contre la violation des droits de l'homme, quel que soit le degré qu'on applique au peuple. Donc, ce qu'a subi le peuple syrien et le subit le peuple algérien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mépris
Le mépris déjà du pouvoir envers son peuple, ça suffit. On ne parle pas de torture, on ne parle pas d'emprisonnement. Merci. Le mépris. Est-ce que Tebboune a été élu? Il n'a pas été élu. Est-ce que Bachar al-Assad a été élu? Il n'a pas été élu. Ils sont en train de gouverner, de dépenser l'argent du peuple, d'abandonner le peuple, de le bloquer, de ne pas évoluer comme les autres peuples. Et ça suffit comme constat pour dire que c'est des régimes similaires. Merci. Et ils vont finir de la même façon. Voilà. Merci Kamal Moktefi. Merci à vous. On est arrivé à la fin de cette émission. Je remercie donc Kamal Moktefi, universitaire et militant politique qui est avec nous depuis le Québec. Merci à Gamal Abina, expert en relations internationales. Il était avec nous depuis Paris. Merci à Azdentou, militant politique. Il était avec nous depuis Alger. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Atakoum sahab, qawala.